Bienvenue dans votre émission Le droit de savoir. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à un sujet au cœur des mutations du secteur de l'assurance et plus généralement des services financiers. La place de la solidarité dans un environnement réglementaire toujours plus exigeant. Les engagements RSE ne se limitent plus au climat désormais ou à la transition écologique. Ils interrogent aussi sur notre capacité collective à inclure, à protéger et à donner accès aux services bancaires et assurantiels aux assurés les plus vulnérables. C'est le S de la RSE, celui de la solidarité, de l'inclusion sociale, de l'accès aux droits essentiels. Il faut reconnaître que le secteur financier s'est fortement mobilisé ces dernières années. Assureurs, banques, mutuelles, institutions financières qui multiplient les initiatives pour accompagner les populations les plus fragiles, soutenir l'économie sociale et solidaire et faciliter l'accès aux services financiers. Mais cette ambition se heurte parfois à une réalité, peut-être une dure réalité. Nous allons en parler. Une réalité plus complexe pour les associations, les fondations, les structures à but non lucratif. La conception, la distribution et la gestion de produits d'assurance ou financiers peuvent rapidement devenir un véritable casse-tête réglementaire. Le secteur financier est en effet confronté depuis de nombreuses années, vous le savez, à une inflation normative considérable. Des règles indispensables, souvent protectrices, mais qui nécessitent des investissements humains, techniques et financiers très importants, que les acteurs de l'économie sociale et solidaire n'ont pas forcément les moyens d'assumer. Et pourtant, ces règles ont une finalité claire, protéger les assurés, protéger les clients, et donc précisément les publics fragiles que ces structures cherchent à accompagner. Dès lors, la question centrale qui se pose est, dans le secteur financier, solidarité et conformité sont-elles réellement compatibles? C'est le sujet de notre émission. Quelles sont les difficultés concrètes rencontrées par les acteurs? Comment les entreprises s'organisent-elles pour y répondre? Quelles solutions existent aujourd'hui ou peuvent émerger demain? Peut-on concilier rigueur réglementaire et inclusion sociale sans renoncer ni à la protection des assurés, ni à l'accès aux services des services essentiels, excusez-moi. C'est tout l'enjeu de cette émission du droit de savoir aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Monalafin. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Merci de votre présence. Vous êtes avocate associée fondatrice d'Astre Avocat et surtout vous coproduisez aujourd'hui cette émission avec nous à vocation pédagogique et dédiée au secteur financier. Merci. On a le plaisir d'accueillir Claire Benisti. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes directrice générale de la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Et est-ce que vous pouvez, pour démarrer cet échange, présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Entrepreneurs de la Cité ? Avec plaisir, et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Donc la Fondation Entrepreneurs de la Cité, elle est née en 2007 à l'initiative de 8 membres fondateurs que sont AG2R La Mondiale, CNP Assurance, le groupe April, la Matmut, CFDP Assurance, la Banque Postale, la Caisse des dépôts ainsi qu'Evolem, un fonds d'investissement. Et ces 8 membres fondateurs étaient animés d'une conviction, c'est que l'entrepreneuriat peut être un puissant levier de réinsertion sociale, de réinsertion économique et d'émancipation individuelle, sous réserve qu'ils s'inscrivent dans un parcours d'accompagnement et de protection adapté. Or, le constat qui était fait à l'époque, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne disposaient pas précisément de cette couverture sur mesure pour sécuriser leur parcours, pour pérenniser leur activité. Et du coup, l'entrepreneuriat pouvait devenir un vecteur de surprécarisation pour des personnes qui étaient déjà dans des situations fragiles. C'est précisément du coup la mission que s'est donnée la Fondation Entrepreneurs de la Cité dès ses débuts, c'est d'accompagner, d'encourager l'envie d'entreprendre de ces personnes pour beaucoup éloignées du marché de l'emploi en leur proposant un programme d'assurance solidaire et inclusif dans le but de pérenniser leur projet. Donc aujourd'hui, les actions de la Fondation s'articulent autour de 3 grands axes. Un premier axe de prévention qui est vraiment primordial, qui consiste à sensibiliser, informer, parler d'assurance, de gestion des risques, de prévention aux entrepreneurs qui se lancent dans la création de leur activité, mais aussi aux réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises qui ne sont pas toujours armés pour assurer cette prévention. Et du coup, on travaille aussi auprès d'eux pour qu'ils assurent un premier niveau d'information et de sensibilisation auprès des entrepreneurs qu'ils accompagnent. On a un deuxième grand axe qui est la protection en elle-même, puisqu'on a développé au fil des années ce qu'on appelait la trousse première assurance, donc tout
tout un panel d'offres et de services d'assurance visant à protéger ces entrepreneurs. Et puis un troisième axe qui est un axe de mobilisation, puisque notre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de fédérer autour de nous les assureurs, les pouvoirs publics, les financeurs, tout cet écosystème qui doit se mobiliser pour les plus vulnérables. Alors nous, notre angle c'est l'entrepreneuriat, mais quand on parle d'assurance inclusive, ça dépasse largement l'entrepreneuriat en tant que tel. En tout cas, notre conviction, c'est que c'est un sujet qui doit animer tout le monde. C'est pas ça doit pas être porté uniquement par le secteur associatif. Ça doit aussi être pris à bras-le-corps par les assureurs du marché classique, et puis par les pouvoirs publics, bien entendu. Peut-être pour être un petit peu plus précis sur nos cibles, aujourd'hui, la Fondation Entrepreneurs de la Cité accompagne, donc, je l'ai dit, des entrepreneurs en situation de vulnérabilité qui sont bien souvent éloignés du marché de l'emploi parce que chômage longue durée, 83% de nos adhérents aujourd'hui sortent d'une période de chômage longue durée et se tournent vers l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi finalement. On accompagne également beaucoup de travailleurs en situation de handicap. 80% de nos adhérents sont en situation de handicap à ce jour. Nous avons également des bénéficiaires de minima sociaux qui ont le courage justement d'entreprendre pour se sortir de cette situation de précarité. Des seniors également qui ont plus de difficultés à faire émerger leurs projets. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois d'adresser tous ces segments de fragilité avec une offre la plus simple, la plus claire, la plus accessible possible. Je pense qu'on y reviendra dans le détail. On va y revenir dans le détail tout à l'heure. Hein. Le sujet, c'est vraiment solidarité et conformité. Est-ce compatible ? Vous avez cité néanmoins la trousse première assurance précédemment, Claire Benisti. Ce dispositif a reçu des récompenses en fin d'année 2025. Des récompenses des professionnels de l'assurance d'un côté, au trophée de l'engagement, et des récompenses par le grand public, premier produit et service cité par le grand public. Une petite réaction comme ça à chaud ? On est encore sur notre petit nuage d'avoir justement remporté ce prix du public qui est vraiment un signal très fort pour la Fondation. Ça montre l'utilité sociale de notre projet, ça montre qu'on répond vraiment à une demande, à un besoin. Et ça souligne aussi la singularité du projet qu'on porte. On est à la fois un petit peu un ovni dans le champ de l'assurance, mais on est aussi un petit ovni dans le champ de l'associatif, parce que l'assurance et l'associatif, il y a peu de structures qui marient ces deux univers. Donc on est vraiment ravis de cette reconnaissance. Et puis, comme vous l'avez dit, au-delà de cette reconnaissance par nos pairs, c'est aussi une reconnaissance par le grand public. Donc ça, c'est peut-être ce qui nous motive d'autant plus, ce qui nous encourage. Et puis, c'est un trophée qui offre de la visibilité au projet. Qui peut faire permettre au public de vous connaître et finalement à d'autres personnes de rejoindre le projet. Absolument. Voilà, c'est de la visibilité. Ça peut aussi permettre de casser des croyances limitantes aussi sur l'assurabilité des plus vulnérables, de déconstruire des idées reçues. Et ça, c'est important quand on cherche à mobiliser. Félicitations pour ce trophée. Bravo aux entrepreneurs de la Cité. Alors, l'assurance inclusive, on va parler plus généralement de finances, mais on va attaquer, si vous êtes d'accord, Claire, sur la partie assurance inclusive. D'une certaine façon, ça reconnecte ou ça connecte le secteur sur ses valeurs d'origine, la protection, la mutualisation, la solidarité. Quelles sont, selon vous, Claire, les caractéristiques ou les types de sujets que peut aborder l'assurance sur ces sujets de la solidarité ? Alors, comme vous l'avez dit, l'assurance inclusive, en fait, c'est vraiment un retour aux fondamentaux de l'assurance. On revient à cette valeur cardinale du schéma assurantiel qui est la mutualisation et la solidarité. Donc c'est un retour aux fondamentaux. Quand on parle d'assurance inclusive, on pense d'abord aux gens auxquels l'assurance s'adresse. Donc on parle à des personnes qui sont éloignés, voire exclus du marché classique parce que travailleurs précaires, parce que difficultés économiques, parce que vulnérabilité liée à un accident, un parcours de vie, à des fragilités de tout type. Comme je le disais, nous, l'angle de la Fondation Entrepreneurs de la Cité, c'est l'entrepreneuriat, donc on parle d'entrepreneurs précaires. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément cette image d'Épinal qu'on a un peu tous, des entrepreneurs à succès dans la tech, les startups, etc. Pour beaucoup, l'entrepreneuriat, en fait, c'est un entrepreneuriat de nécessité. C'est pas un entrepreneuriat d'opportunité, de choix. C'est un entrepreneuriat nécessaire. Subi d'une certaine façon. Qui peut être subi. Qui peut être vécu comme subi au départ, mais que absolument vous essayez de positiver. En fait, exactement, tout à fait. Donc voilà, c'est des gens qui sont déjà dans des situations fragiles et l'entrepreneuriat peut être un vecteur de surprécarisation. D'où l'intérêt de l'assurance inclusive, de leur dire, voilà, lancez-vous, il existe des outils pour vous protéger, pour vous sécuriser dans votre parcours et pour vous permettre de rebondir en cas de sinistre.
J'insiste aussi sur le fait que l'assurance inclusive, ça répond à certaines valeurs cardinales. L'inclusivité, bien sûr, en termes de garantie, mais aussi l'accessibilité financière, mais aussi l'accessibilité à avoir accès à l'information, d'où notre rôle pédagogique aussi auprès des entrepreneurs. Également le côté lisible des contrats, des garanties, et puis la question des tarifs, bien entendu, avec l'accessibilité financière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui renoncent à l'assurance faute de moyens financiers. Et nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment de dire que tout individu doit avoir accès à une couverture d'assurance. Et c'est ce qu'on propose aux entrepreneurs qui nous rejoignent. Un exemple concret, peut-être, d'une offre que vous proposez aux entrepreneurs un produit Alors, on propose aujourd'hui tout un panel de produits, une multirisque professionnelle, une responsabilité civile professionnelle, un produit santé, prévoyance, décennale. Oui, un dommage qui peut être causé par un coiffeur, par exemple, à un de ses clients. Tout à fait. Une rupture ou une casse de matériel. Enfin, souvent des sommes qui peuvent paraître au grand public tout à fait modestes, mais qui, à l'échelle d'une personne qui n'a évidemment ni argent ni moyens, sont des sommes qui peuvent finalement mettre en péril sa capacité à poursuivre, en fait. Donc, effectivement, ce sont des sujets d'attention qui me semblent tout à fait opportuns, effectivement. Alors, on va commencer à rentrer vraiment dans le sujet de notre émission, dans la question que l'on se pose, que l'on va vous poser. Solidarité rime-t-elle avec conformité? C'est l'objet de cette émission. Est-ce que toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent s'adapter aux règles de conformité réglementaire? Je pose la question, mais j'ai la réponse. C'est oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, il était quand même important, effectivement, de positionner des éléments de contexte. L'enjeu, il est effectivement de taille, Jean-Luc, parce qu'il se trouve que notre activité chez Astrée s'adresse également à ce segment de marché qui est loin d'être négligeable. Il faut quand même savoir qu'en France, si on parle de vulnérabilité des personnes, on touche à une population qui peut atteindre jusqu'à 20 millions de Français. Donc on est quand même sur un tiers de notre population qui, pour des raisons de handicap, pour des raisons d'exclusion du monde du travail, pour des raisons liées effectivement à des difficultés d'insertion dans l'accès à des services, à l'accessibilité aux services, se trouve finalement considérées comme des personnes dites fragiles et vulnérables. Alors il y a aussi aujourd'hui le vieillissement de notre population. Vous savez que l'AMF a fait une étude il y a quelques années en indiquant que les pertes de capacité cognitive démarraient à 50 ans. Donc quand on sait qu'on a une population de 60 ans qui va évoluer de façon considérable à partir des années 2030, on a effectivement une population française qui va avoir des difficultés cognitives, et la numérisation ou la distanciation des rapports avec toute la problématique effectivement de l'ère numérique va évidemment créer des fractures sociales très importantes. Donc on est très loin d'un marché de niche. Donc on est très loin d'un marché de niche, et quand on parle du S de la RSE, je considère aujourd'hui que c'est un peu la tête de gondole en fait des centres d'intérêt que devraient consacrer nos sociétés, nos pouvoirs publics au changement de société qu'on vit aujourd'hui. Alors l'enjeu, il est évidemment de taille pour le secteur financier, parce que quand on est confronté, nous, à des missions et à des demandes de missions de mise en conformité, on voit que le bagage réglementaire, il est incontournable, parce que de toute façon, c'est la loi, mais il est d'autant plus incontournable qu'on s'adresse précisément à des populations pour lesquelles, évidemment, ces règles sont faites, et avant tout sont faites pour ces populations. De fait, le premier grand axe, effectivement, de cela, c'est un peu le cercle vicieux, et Claire l'a parfaitement exprimé. Une personne vulnérable, en fait, en général, elle est handicapée, donc elle a un problème d'accès au travail, donc comme elle a un problème d'accès au travail, elle a des problèmes de ressources, donc comme elle a des problèmes de ressources, elle a des problèmes d'accès au crédit, et donc du coup, du côté de l'assurance, il faut quand même reconnaître les choses. Les offres standards sont rarement faites pour ces gens-là. Elles sont difficilement lisibles. Les accès aux distributeurs ne sont pas prévus pour ces gens-là. Donc il y a tout un environnement de gouvernance. On en parle de la gouvernance. C'est le premier sujet central en fait d'organisation. C'est comment bâtissons-nous un dispositif de gouvernance de conformité quand on s'adresse à des acteurs donc associatifs, fondations, associations ou, je dirais, bénévolat d'une manière générale, pour des populations de ce type. Alors là, c'est vraiment le casse-tête chinois, parce qu'on est contraint, nous, en tant que conseil, effectivement, un petit peu de dérouler, je dirais, l'artillerie lourde, parce que, du coup, alors, on ne va pas refaire le cours de la gouvernance, on a d'autres émissions qui ont été consacrées à cela, mais ce dispositif de gouvernance doit être particulièrement minutieux, dans la mesure où, au-delà... Et il est le même pour tout le monde. Il est le même pour tout le monde, mais il ne peut pas être standard, il ne peut pas être copié, en fait, sur des modèles que l'on va trouver pour le grand public ou pour, j'allais dire, les autres, ceux qui ne sont pas des populations vulnérables. Pourquoi ? Vous avez d'abord des problématiques pratiques. Il est tout à fait évident que dans beaucoup de cas, il y a des problèmes matériels d'organisation.
le téléphone, les canaux de distribution peuvent rarement être des canaux distanciels. La plupart du temps, il faut accueillir les gens, il faut les visiter. Du coup, vous avez aussi des problématiques de formation. Il y a des hypothèses assez courantes de nécessité d'avoir des personnels dédiés à l'accueil et à l'accompagnement de ces personnes. Il y a, comme le disait Claire, aussi toute cette notion de transversalité dans la capacité de pouvoir mettre en place les services. Les indicateurs d'alerte, les indicateurs de suivi des produits, la conception des produits, la définition des marchés cibles, tout ça, ce sont des enjeux qui font que quand on accompagne ces associations, ces fondations dans le marché classique avec les directeurs de conformité, les services juridiques des compagnies, on est face à deux mondes qui ne savent pas se parler. Et on a beaucoup de difficultés parfois à leur faire comprendre qu'il faut adapter. Eh bien, comme on le voit, adapter, ça veut dire investir. Investir, ça ne rapporte pas. Et on a quand même cet aspect, évidemment, de productivité, de rentabilité qu'on comprend parfaitement, mais qui, aujourd'hui, doit être un sujet d'attention des pouvoirs publics, un sujet d'attention des acteurs, parce qu'on ne s'adresse effectivement pas à un marché de niche, mais véritablement à l'accompagnement de nos concitoyens dans le monde de demain. Donc, le premier grand axe, ce sont les dispositifs de gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir, pour définir les marchés, pour mettre en place des dispositifs de relations contractuelles avec les fournisseurs et les clients et les réseaux de distribution. Justement, Claire, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, comment la Fondation Entrepreneurs de la Cité pilote-t-elle la dimension de la conception du produit à sa distribution? Est-ce que vous avez, pour les entrepreneurs qui sont avec vous en insertion, c'est bien ça Oui, alors nous, déjà, au niveau de la conception des produits, on part des besoins du terrain. Donc, on identifie les besoins via des focus group, via toute la matière qu'on peut glaner auprès de nos adhérents. Et puis, on est dans une logique de sur-mesure et on travaille, bien sûr, en bonne intelligence avec nos porteurs de risques partenaires pour concevoir des produits avec les garanties requises pour une micro-entreprise, mais sans surplus, vraiment du sur-mesure, et en répondant vraiment aux besoins qui émanent du terrain. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie des offres. Maintenant, pour la partie distribution. Alors, pour la partie distribution, nous, on n'est pas distributeur au sens propre du terme. On travaille avec l'ensemble des réseaux associatifs d'accompagnement à la création d'entreprises sur l'ensemble du territoire. Et c'est finalement notre réseau de prescription exclusive. D'ailleurs, un entrepreneur qui souhaite bénéficier des offres de la Fondation doit être accompagné pour pouvoir y prétendre. D'accord. C'est à la fois une garantie de bon accompagnement et de bonne construction du projet entrepreneurial, et puis c'est aussi propre à notre modèle opératoire. Et donc, on repose sur ces réseaux associatifs pour faire connaître notre offre au plus grand nombre et pour faire en sorte que les entrepreneurs viennent à nous s'ils ont besoin d'une couverture d'assurance et qu'ils souhaitent souscrire nos produits. C'est un modèle aussi qui nous met, si vous voulez, un petit peu en débord du marché classique, dans le sens où on n'est pas un concurrent des assureurs du marché. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. On est vraiment une offre tremplin vers le marché classique. On adresse un angle mort du marché de l'assurance, mais on n'a pas vocation à faire de la distribution, à faire du développement commercial, à grandir pour grandir. C'est pas du tout l'esprit. C'est répondre à un besoin non couvert et être dans une logique de tremplin vers le marché classique. Voilà. Et néanmoins, on est confronté à des carcans quelque part, un petit peu administratifs, bureaucratiques. Du style, on envoie des conventions de 350 pages où il y a des audits dans tous les sens, il faut mettre des niveaux 3, des niveaux contrats 2, lourds, des niveaux 2, etc. Oui. Alors que, comme l'explique Claire, on veut parfois packager le produit en mettant un peu de trucs qui rapportent. Donc, il faut se battre sur des sujets classiques dans le domaine, je dirais, du commerce. Et il faut rester dans le domaine du commerce parce que néanmoins, il faut quand même que ces programmes démontrent qu'ils ont leur place dans un monde qui est de plus en plus concerné, mais effectivement avec parfois une difficulté d'approche spécifique. Or, selon moi, c'est d'ailleurs le propre de la gouvernance, le propre de ces règles de gouvernance, c'est qu'elles doivent adresser la spécificité des marchés cibles, et l'approche on parle beaucoup de population vulnérable, mais on n'est pas bien conscient des impacts opérationnels. Absolument. Et des impacts concrets que ça peut poser dans le quotidien des gens et dans le quotidien des professionnels qui s'occupent de ces gens. Et bon, Claire, pudiquement, n'en parle pas, mais c'est des sujets auxquels elle est confrontée avec tous ses partenaires, fournisseurs, et éventuellement les distributeurs ou les co-distributeurs, qu'on n'appelle pas distributeurs, mais qui pourraient l'être, qui environnent en fait toute cette population d'entrepreneurs. D'ailleurs, si on focus sur l'aspect distribution, Isabelle, qu'est-ce que vous voyez comme élément particulier et singulier par rapport à cet univers de la finance ou de l'assurance inclusive? On a tout le statut du distributeur, des formations, le statut effectivement des garanties financières, tout ce qui va être les discussions sans fin sur doit-on s'immatriculer, ne doit-on pas s'immatriculer,
particulier, que fait-on, qui sont ces canaux, la question centrale des rémunérations également, parce qu'effectivement, dans l'économie sociale et solidaire, on essaie de travailler à prix coûtant, on essaie d'éradiquer les questions de marge et on essaie de travailler effectivement sur des donations, hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, l'environnement aussi, je dirais, socio-professionnel qui entoure l'acte, je dirais, d'engagement est un acte gratuit. Hein, on parlera plus tard du mécénat de compétences, mais on a toutes ces problématiques-là qui nous posent également d'énormes difficultés dans la contractualisation, parce qu'une compagnie d'assurance, et on peut l'entendre, elle dit « Attendez, moi, je ne peux pas contracter avec qui donc d'autre qu'un courtier ou qu'un agent général. Oui. Vous me parlez quand même d'un acte qui va être un acte de distribution, quoi qu'il en soit, puisque vous me parlez de conseil. Donc, est-ce que je suis association ?» Vous voyez, tous ces débats juridiques qui font que, sans avoir effectivement les outils, les personnes qui peuvent contribuer effectivement à assister la fondation, la structure associative, mais je dirais même l'entreprise du commerce qui a un engagement dans ce domaine, en fait, du coup, il n'y a pas de possibilité de le faire dans des conditions conformes. Et là, les risques sont d'abord, pour moi, très élevés pour ce qui concerne l'objectif social adressé, mais il est surtout très élevé vis-à-vis même de la survie possible du projet, puisque, bien évidemment, les autorités, et à juste titre, ne feront pas l'économie. C'est pas parce qu'on est dans le social qu'on doit faire quelque chose d'illégal, en fait. Donc, il y a vraiment c'est vraiment le sujet de l'émission. Il doit y avoir une compatibilité, mais elle est très difficile à mettre en œuvre sur l'acte de distribution lui-même, puisqu'il y a tout un environnement aujourd'hui réglementaire très lourd dans le domaine. Alors, il y a les activités de filtrage, de détection de personnes sanctionnées, de détection éventuelle de personnes politiquement exposées. Malheureusement, on a aussi des anciens sénateurs, des anciens députés, des anciens maires qui peuvent être confrontés à ces difficultés d'accident de la vie et qui peuvent être amenés à un moment donné à intervenir dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire et qui, de ce fait, doivent être aussi concernés par ces règles de conformité. Est-ce que le CCSF donne des impulsions sur le sujet? Alors absolument. Donc effectivement, comme vous le savez, je suis membre du CCSF et c'est aussi cette expérience qui m'a mis la puce à l'oreille, j'allais dire, c'est-à-dire fait comprendre qu'il y avait un vrai sujet et que c'était loin d'être marginal. On a énormément travaillé, notamment sur l'entrepreneuriat individuel l'année dernière. Un rapport est public et j'engage nos auditeurs à le lire. C'est presque 1 800 000 personnes en France qui ont constitué des entreprises individuelles. Donc en fait, c'est pas rien. Et en fait, on se rend compte, quand on a étudié la configuration de cet entrepreneuriat individuel, comme le dit Claire, beaucoup, c'est un entrepreneuriat subi. Et donc, l'idée, c'est que justement, il ne soit pas vécu comme une punition. On a donc effectivement constaté les difficultés administratives, les circuits complètement, parfois, dantesques par rapport aux questions de surendettement, par rapport aux questions de constitution de son entreprise individuelle. Donc, ce rapport a préconisé un certain nombre de solutions pour faciliter la transversalité dans la communication des services, l'accès aux assurances, l'accès effectivement à un certain nombre de solutions qui pourraient permettre effectivement à ces entrepreneurs de pouvoir mieux vivre cet entrepreneuriat. Il y a aussi la question de l'accessibilité bancaire. Donc récemment, une dernière publication au mois de décembre sur l'accord avec la Banque Postale et l'État français pour permettre à toutes les personnes d'avoir un compte bancaire et de pouvoir avoir accès aux banques. Sachez également que ça concerne énormément de Français qui n'ont pas accès aux services bancaires et à la banque. Alors nous avons dû répondre d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné, mais à un questionnement de la Commission européenne, car il s'agit d'une aide publique, d'aide d'État, et que donc il faut justifier du caractère effectivement social et d'utilité publique et d'intérêt public de la mission pour que une banque puisse avoir la possibilité d'ouvrir, j'allais dire gratuitement, pour tous les Français et tous les ressortissants qui ont besoin d'ouvrir un compte. Donc c'est un livret en fait qui leur permet effectivement de déposer des fonds et de pouvoir vivre, parce que sans identité bancaire et sans relevé bancaire, vous n'avez pas de possibilité d'être inséré dans la société. On a également travaillé beaucoup sur l'accessibilité opérationnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise l'accès dans les agences d'assurance, dans les agences bancaires. Le truc tout bête du DAP qui n'est pas adapté à l'utilisation d'un fauteuil roulant, des écrans qui sont tactiles, mais quand vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous voyez, il y a énormément de sujets dont le CCSF est régulièrement saisi et qui ne concernent en réalité que
ces populations. Et je répète, c'est environ entre 18 et 20 millions de personnes dans notre pays, donc c'est loin d'être marginal. Vous entendre, cela paraît être loin d'être simple, excusez-moi, de faire rimer solidarité avec conformité. Claire, concrètement, la Fondation Entrepreneurs de la Cité a-t-elle rencontré des problématiques particulières en matière de distribution ou de relations avec les assureurs, par exemple ? Isabelle l'expliquait extrêmement bien. En fait, on a un modèle assez singulier, on a un projet assez singulier sur le marché de l'assurance et c'est vrai qu'il faut rentrer dans des cadres standards, alors même que nous ne sommes pas standards dans notre modèle économique, dans notre modèle opérationnel, dans notre statut. Et donc, il a fallu retravailler régulièrement cette question de statut. On y est très vigilant depuis la fondation du projet parce que précisément, on sait qu'on est dans un univers très réglementé et comme cela a été dit, ce n'est pas parce qu'on est une structure du secteur de l'économie sociale et solidaire qu'on doit s'en affranchir. Mais pour autant, voilà, c'est un sujet permanent où on se re-questionne sur notre caractère d'intérêt général, sur notre statut, au gré aussi des exigences de nos partenaires assureurs. Et le cas s'est présenté encore tout récemment et Isabelle est bien au fait du sujet pour nous avoir accompagnés sur la question à titre gracieux. Donc voilà, oui, on est régulièrement challengé entre guillemets par nos partenaires et à raison, eux-mêmes sont redevables vis-à-vis des autorités de régulation, mais c'est vrai que c'est compliqué pour une structure comme la nôtre qui n'a pas effectivement de dispositif, de direction juridique, direction conformité, de compétences en interne, de moyens pour travailler tous ces sujets au quotidien. Pour répondre aux exigences réglementaires. Vous évoquiez tout à l'heure, ça me fait penser, Claire, les offres. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être aussi les résultats techniques puisque c'est des prix de moyenne relativement faibles par rapport au marché. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand le projet a été créé en 2007, les membres fondateurs eux-mêmes étaient persuadés que ce serait un projet structurellement déficitaire. En fait. Qu'il y aurait une telle sinistralité, dans la mesure où on s'adresse à des populations vulnérables, que de toute façon, il fallait s'attendre à un projet déficitaire. Ça n'a pas du tout été le cas. Bien au contraire, à tel point, c'est que les primes ont même été baissées pour plusieurs d'entre elles au fil du temps, voyant les résultats excédentaires que dégageaient les produits. Aujourd'hui, on est sur des S sur P qui sont plus qu'honorables. Sur la MRP, on est sur une moyenne sur ces 20 dernières années de 30%, sur la RC Pro de 5%. Donc vraiment, il faut aussi déconstruire cette idée reçue que parce qu'on s'adresse à des populations vulnérables, la sinistralité est dantesque et que du coup le produit est structurellement déficitaire. Ce n'est pas le cas. Et là où c'est intéressant pour la Fondation, c'est que dans la mesure où les assureurs qui s'engagent à nos côtés le font dans une logique solidaire, ils renoncent à tout bénéfice sur le portage de risque et dès lors qu'il y a un excédent qui est dégagé sur le produit, il est reversé à la Fondation sous forme de dons. Ça nous permet, nous, d'absorber nos frais de gestion et on est vraiment sur un modèle vertueux où finalement la prime est la plus faible possible pour les adhérents. Nous, on bénéficie d'une source de financement indirecte et puis les assureurs rentrent dans leurs frais pour être structurellement à l'équilibre. Donc, les produits sont excédentaires et il est tout à fait possible et souhaitable d'assurer ces populations qui ne sont pas plus sinistrées que les autres. C'était bien de le dire aussi. Oui, c'est bien de le dire. Et je rebondis sur ce que dit Claire parce que c'est effectivement aussi le rapport d'étonnement moi, que j'ai pu avoir dans ces expériences finalement très enrichissantes quand on est amené effectivement à intervenir sur des projets. C'est qu'on se rend compte que finalement le bénéficiaire est humble. Et qu'au fond, il y a effectivement aussi dans le comportement social et sociétal de ces populations une forme d'humilité et à la fois aussi de complexe. Et donc, du coup, il y a jamais de comportement où c'est très rare, abusif ou excessif, comme malheureusement les services d'assurance peuvent, dans le monde normal, parfois être victimes. Hein. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à des personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens et qui ont besoin d'aide, elles ne vont pas surconsommer. Elles ne vont pas surconsommer en déclarant des sinistres qui n'ont pas lieu d'être ou en allant 25 fois chez le médecin alors qu'elles n'en ont pas besoin. On a aussi d'ailleurs, et aussi sur le secteur de la santé, les démonstrations que les gens qui... Enfin, on parle encore beaucoup en France de gens qui n'ont pas accès aux soins alors qu'ils ont accès aux soins. En fait, c'est qu'ils ne le savent pas. Et que l'information... ou alors aller chez eux, mais il y a une pudeur à ne pas révéler ces choses-là. Donc effectivement, si on doit aussi passer un message aujourd'hui, c'est de dire ce marché, parce que ça c'en est un, est un marché qui ne doit pas faire peur aux acteurs et qu'aujourd'hui, dans les engagements RSE que toute entreprise doit prendre,
la défense des concitoyens dans le changement du monde est un point crucial et primordial qui n'est pas nécessairement effectivement structurellement déficitaire, qui peut être géré de façon vertueuse, y compris sur le terrain financier. Tout à fait. Sur un autre angle, Isabelle, est-ce qu'il peut y avoir dans l'économie sociale et solidaire des points particuliers, des points de vigilance, peut-être des conflits, sur le sujet des conflits d'intérêts, non ? On voulait aborder ce sujet également, parce que ça, c'est pour le coup un sujet tout aussi majeur que la gouvernance. C'est un peu les deux grands sujets que je souhaitais mettre en avant. La problématique des conflits d'intérêts est une problématique que tous nos auditeurs connaissent, puisqu'on les bassine, j'allais dire, assez souvent avec leur politique de rémunération. Et on sait que tant la Commission européenne que les régulateurs français dans le domaine et dans le secteur financier sont assez attachés à ces anticipations de situations éventuelles de conflits d'intérêts entre le producteur, le distributeur et le client. Alors c'est d'autant plus prégnant évidemment dans le domaine, c'est que comme l'a dit Claire, les fondateurs, souvent les animateurs de ces entreprises sont ceux qui effectivement les financent. Et puis ce sont ceux qui effectivement fédèrent tout l'écosystème qui va aller autour. De sorte qu'évidemment le conflit d'intérêts dans le domaine de l'économie sociale et solidaire est évidemment un point, je dirais, encore plus important à anticiper, à préparer et donc à formaliser. Donc du coup, effectivement, on le voit à nouveau, un sujet de conformité qui va être beaucoup plus important qu'il ne peut l'être, je dirais, dans le monde classique. Donc on va devoir, effectivement, formaliser un certain nombre de conventions, révéler dans les assemblées générales, révéler dans les conseils d'administration tout le dispositif de financement qui doit avoir une traçabilité, une transparence totale pour qu'effectivement, comme l'a dit Claire, c'est une économie circulaire finalement, oui, tout à fait. Mais qu'elle soit très transparente et qu'il n'y ait pas d'abus et qu'il n'y ait pas de possibilité pour que favoritisme soit là, défense principale de l'intérêt, usurpation finalement de l'objet sociétal pour favoriser des intérêts tiers. Et donc, on a évidemment tout le dispositif. Alors en France, on a un dispositif que Claire va nous expliquer et voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est le dispositif du mécénat d'entreprise, mécénat de compétences, pardon, et qui effectivement, alors c'est un peu le seul truc un peu important dont on dispose, mais qui lui-même réglemente de façon assez précise. Alors j'ai donné l'accès au guide qui a été rédigé par le gouvernement, qui a été très très bien fait sur ce sujet. Il faut y regarder. Il faut le regarder parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est un dispositif qui est utilisé, mais probablement pas suffisamment. Et donc, il permet effectivement à ces structures associatives, finalement, de faire appel à des prestataires. C'est un don en nature. C'est un don en nature. Alors, on peut donner tout à fait bénévolement son temps et son argent à des fondations, à des associations, mais on peut aussi être dans un espèce de contrat qui permet effectivement de faire don de ses prestations avec des avantages fiscaux, puisque évidemment, le levier de l'État, c'est souvent le levier fiscal. Vous l'utilisez, je suppose, Claire, le mécénat de compétences ? Absolument, oui. C'est vrai que c'est une ressource clé pour des structures associatives qui, sur certaines compétences, n'ont pas les moyens d'internaliser justement les ressources. C'est vrai que la Fondation Entrepreneurs de la Cité a cette chance d'être vraiment très bien entourée. Sur différents métiers. On fait appel au mécénat de compétences sur des problématiques purement assurantielles, mais aussi sur le juridique, la conformité, sur les ressources humaines, sur les sujets plus communication, sur des sujets de formation. On a des formations qui nous sont dispensées en mécénat de compétences. Donc nous, on y fait vraiment appel de façon quasi systématique, j'allais dire, parce que c'est un levier, effectivement, qui est clé pour les structures associatives. C'est indispensable, de toute façon. Alors, on voit bien que tout le support de conformité de la Fondation est porté par le mécénat de compétences. Et que s'il n'avait pas ça, il ne pourrait finalement pas exister, finalement, ou ce serait plus difficile. Ce serait plus compliqué, absolument. Et nous, c'est vraiment... Alors, pour vous donner une idée du chiffre, ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, en équivalent prestations. Qui reviennent à un abandon d'honoraires de la part de nos partenaires. Donc c'est structurellement, financièrement essentiel pour nous. Et notre conviction, c'est que c'est vraiment le mécénat de compétences, c'est gagnant à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est gagnant bien sûr pour les structures associatives qui du coup peuvent se professionnaliser, se renforcer via ce canal. C'est gagnant pour les entreprises. Qui donne ce temps. Voilà, puisqu'il y a effectivement ce mécanisme de défiscalisation, et puis pour la marque employeur, pour les engagements RSE, voilà, de prendre. On est absolument dans ce schéma-là. Et puis c'est intéressant pour les collaborateurs qui donnent du temps, des compétences, de l'énergie pour les projets associatifs qu'ils et elles soutiennent. Et généralement, ça renforce le sentiment d'appartenance à leur entreprise, ça renforce leur fidélisation. Donc c'est vraiment c'est du gagnant-gagnant-gagnant et nous, on cherche vraiment à porter ça très, très haut parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui
qui mériterait d'être vraiment amplifié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises même qui proposent du mécénat de compétences à leurs collaborateurs, mais qui peinent à trouver le bon format, les bonnes associations. Est-ce qu'on est sur du mécénat ponctuel ou perlé dans l'année? Enfin, voilà, il faut juste trouver le bon terrain d'entente pour travailler avec des associations qui en ont besoin. Mais vraiment, c'est une ressource essentiel aujourd'hui. Pour vous, c'est 100%, enfin, c'est quasiment l'intégralité de votre fonctionnement. Alors, mécénat de compétences et mécénat financier, oui. Et mécénat financier. Tout à fait. On est financé à 99% sur le mécénat privé et le mécénat de compétences, oui. Donc, un message à passer peut-être à nos auditeurs sur ce mécénat de compétences. Il faut en parler, Il faut en parler, Il est accessible à tous, pratiquement, hein. Tout à fait, tout à fait. Ah. Tout employeur qui valide le projet, en fait. Le projet, bien sûr. Voilà, passe par ce dispositif. Après, il y a toute une il faut sourcer, il faut documenter, il faut évaluer. Il faut surtout justifier, documenter, parce que bien entendu, derrière, vous le savez bien, il y a toujours ce problème du contrôle, bien sûr. Mais néanmoins, oui, c'est un dispositif qui est, somme toute, assez souple. Il est vraiment conçu dans un esprit d'ouverture et un esprit, effectivement, d'entraide. Et de fait... de solidarité. De solidarité et d'entraide. Et pour le coup, pile poil comme il faut. Et dans notre secteur financier, où les compétences sont non seulement multiples, mais plutôt pointues, c'est plutôt très, très utile. D'ailleurs, Claire l'a dit, ce sont effectivement des compétences très spécifiques qui vont rechercher dans ce domaine de formation, de conformité juridique, fiscale, d'assurance technique, qui nécessiterait normalement d'engager des salariés pointus, des salaires importants, ce qu'une société, ce qu'une fondation ou une association n'a pas les moyens de faire. Un sujet que nous n'avons pas encore abordé et qui nous semble peut-être intéressant, Claire, c'est les enjeux relatifs à la protection des données, des data, des données sensibles et de lutte contre les cyberattaques d'un point de vue général et la cybercriminalité. C'est un enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui. On le voit au quotidien dans les médias. Comment une organisation comme la vôtre peut-elle fonctionner par rapport à ces enjeux de protection de données ? Alors, c'est toujours pareil, on est toujours confronté au même la même réalité que l'ensemble des entreprises. Donc, on s'y conforme. On a eu, une fois encore, la chance d'avoir un mécénat de compétences, une mission d'audit de cybersécurité de l'ensemble de notre infrastructure IT pour identifier d'éventuelles zones de fragilité ou des failles à adresser. Et on fait le nécessaire pour les adresser. On a notre prestataire informatique qui, bien entendu, assure aussi une surcouche de sécurité là-dessus, mais c'est sûr que là encore, le mécénat de compétences est clé parce qu'une petite structure de 11 collaborateurs dans le secteur associatif n'a pas nécessairement les moyens d'avoir une direction informatique dédiée. Et je dirais que nous, à peu près 80% de notre portefeuille d'adhérents est constitué d'entrepreneurs en situation de handicap, donc on parle de données sensibles, de données de santé. Donc on est aussi confronté à cette obligation d'être très... de nous mettre en conformité sur la protection de ces données. C'est tout autant essentiel que pour n'importe quel acteur du marché classique. On est dans la dernière ligne droite de notre émission. On va faire une séquence un peu d'ouverture ensemble, si vous êtes d'accord. On va faire peut-être un premier bilan, Claire, de ce que vous avez évoqué sur l'activité d'entrepreneur de la cité. Des faiblesses, vous en avez parlé un petit peu, des faiblesses peut-être que vous identifiez. Le dispositif du mécénat de compétences est-il suffisant pour vous permettre à tous d'accéder à ces produits ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, je dirais, il faut quand même rester sur une note positive. La Fondation est quand même à 20 ans d'expérience derrière elle. Elle a un modèle qui est solide, elle a des partenaires qui sont fidèles. Elle a aussi, grâce à tout ce mécénat de compétences, elle a pu se professionnaliser, se structurer, se sécuriser dans le temps. Donc aujourd'hui, on est sur un schéma qui est stable, qui est solide. Mais pour pérenniser justement ce modèle, on doit compter sur des bonnes volontés, et c'est peut-être là la zone de fragilité, c'est que les volontés, elles vont et viennent. On voit que quand on perd un partenaire pour une raison qui peut lui être propre, il faut... en retrouver un autre. Il faut en retrouver un autre, et c'est pas toujours simple quand on est sur un projet aussi singulier. Donc voilà, on est aujourd'hui... on a atteint un stade de maturité qui est très satisfaisant, mais pour autant on reste tributaire effectivement de cet écosystème qui aujourd'hui nous porte, mais qui demain pourrait, au gré d'évolutions fiscales, renoncement ou baisse de la défiscalisation du mécénat par exemple, qui pourrait nous fragiliser de façon assez conséquente. Donc notre combat, c'est que ces dispositifs perdurent pour permettre aux structures associatives de continuer de faire leur travail et de pallier certaines carences du marché traditionnel, ou en tout cas de sécuriser des personnes qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de s'adresser au marché traditionnel. On parlait tout à l'heure du mécénat de compétences. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui, en 2026, pour faire fonctionner votre fondation ?
Je dirais que ça va au-delà de la question de la fondation, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on porte ce projet à bout de bras et on voit que ça prend, entre guillemets, qu'on parle de plus en plus des problématiques d'assurance inclusive, que différents acteurs commencent à se positionner. Notre ambition, et d'ailleurs c'est le sens de l'Observatoire de l'assurance sociale et solidaire qu'on va lancer en 2026, c'est justement de mobiliser d'autres forces autour de nous, de faire en sorte que finalement l'assurance inclusive rejoigne quelque part le droit commun, c'est-à-dire que ce soit des offres qui soient conçues aussi par et pour. C'est un segment de marché. C'est un segment de marché, comme vous le disiez. C'est pas un marché de niche, on l'a vu tout à l'heure, ça concerne énormément de personnes. Et pourtant, ce sont encore des populations invisibles pour beaucoup d'acteurs. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement que d'autres acteurs se saisissent du sujet, constituent des offres véritablement inclusives qui partent des besoins du terrain, avec des canaux de distribution adaptés, avec aussi un sens de la relation client un peu aigu, parce qu'on parle de populations qui ont besoin aussi d'une proximité, d'une pédagogie et d'une réactivité peut-être plus forte encore que les autres. Par exemple, dans la gestion de sinistres, comme vous le disiez, un sinistre de 200-300 euros, pour un entrepreneur, ça peut être la fermeture de son entreprise. Donc voilà, c'est aussi une approche assez singulière qu'il faut avoir, mais pour autant, je suis assez convaincue que... Et en tout cas, c'est pas la vocation d'Entrepreneurs de la Cité d'adresser l'entièreté du besoin. On manquerait beaucoup d'humilité si on pensait pouvoir le faire. C'est au contraire démontrer la viabilité du projet, le fait que ce sont des populations qui sont assurables, et du coup, faire en sorte que le marché classique s'empare du sujet et conçoive des offres pour ces populations, et que l'écosystème se saisisse de ces problématiques. Pour conclure, Isabelle... La voie de la conformité s'impose à tous, vous l'avez dit, mesdames, bien sûr. Et au dispositif en particulier que l'on a évoqué aujourd'hui, de solidarité dans le secteur financier, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que pour conclure, on ne peut pas faire l'impasse. On se rend compte... On a les mêmes contraintes. On a même des contraintes complémentaires. Voire des contraintes complémentaires. On a des contraintes complémentaires, on a des contraintes de spécificité, de sur-mesure, d'adaptation. Et donc là où je rejoins Claire, c'est que je me demande, moi, si la marge de progression, au-delà du développement, effectivement, de ces mécénats de compétences et peut-être d'autres outils que l'État pourrait inventer ou mettre à disposition, moi, j'ai aussi un problème de prise de conscience. Je ne suis pas persuadée. Vous voyez, la dépendance, par exemple, on est un exemple assez important. On parle depuis de très nombreuses années de la dépendance, c'est-à-dire du vieillissement des populations et du financement de la vie des personnes qui vont vivre au-delà de 100 ans. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures aujourd'hui qui permettent effectivement d'accueillir toutes ces populations. Beaucoup encore sont soit chez elles, soit isolées, soit meurent seules sans aucun accompagnement. Et on sait que le coût mensuel est de l'ordre de 4 à 5 000 euros. Et on n'est pas du tout prévu, en fait. On s'est très mal préparé à ce genre de choses. Je crois, et donc, comme la dépendance, d'autres sujets d'inclusion de population ne sont pas véritablement pris en compte dans la mesure, il y a une forme de déni de réalité de nous tous. On ne sait jamais nous, ça concerne que les autres, ça ne peut pas nous arriver. Puis finalement, on se rend compte que c'est un sujet sociétal très important. Donc oui, on ne peut pas faire l'impasse. Oui, il faut vraiment considérer que c'est un segment de marché aujourd'hui. Il faut donc probablement que les législations, les pouvoirs publics et puis les entreprises, le secteur de l'entreprise adressent ce sujet de façon dédiée et de façon effectivement pertinente, parce que néanmoins, c'est vrai que la complexité des dispositifs, des conflits d'intérêts, de tout ce dont on a parlé, doit quand même trouver potentiellement des solutions aussi de simplification quand même pour permettre tout simplement à toutes ces entreprises de pouvoir continuer leur mission. Je pense que dans les années qui viennent, la mutation de société va faire quand même beaucoup de casse, et il serait quand même dommage de constater que dans 10 ou 20 ans, peut-être même avant, on ait quand même une majeure partie, encore plus importante partie de notre population qui soit exclue de l'intégration et de l'inclusion sociale, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau effectivement de leur capacité tout simplement à vivre et à vivre de leur travail décemment. En rebond de ce que vous dites, Isabelle, on est à la fin de notre émission, donc on est en mode ouverture et pas affirmation. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une forme de réglementation un peu allégée, d'une certaine façon, pour ces fondations, pour ces associations qui dit réglementation allégée peut faire croire aux gens que réglementation au rabais. En fait, on s'est bien rendu compte que ces personnes avaient besoin finalement d'encore plus de suivi. On le voit pour le conseiller, le courtier qui nous écoute, s'il s'occupe de personnes handicapées,
moi je le vois dans mon métier, les personnes qui sont dédiées à des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades, il y a aussi tout le segment des personnes qui sont atteintes de maladies durables, très longue durée, sont des gens qui en général en ont eu ces handicaps ou ont vécu cela et sont particulièrement formés ou se sont formés à cela. Donc on voit bien que les besoins en fait sont beaucoup plus élevés en termes de formation, en termes encore une fois de mise en place de dispositifs, c'est-à-dire que finalement le devoir de conseil ne sera pas le même, donc les rapports ne seront pas les mêmes, donc les outils informatiques ne seront pas les mêmes, donc toute l'organisation même de l'accueil de ces personnes. Donc en réalité, allègement, je ne suis pas sûre que ce soit ça, c'est véritablement penser à des choses peut-être plus convergentes, des choses qui permettraient effectivement des dispositifs. Alors prendre par exemple des législations, par exemple, les dispositifs de gouvernance et voir en quoi on pourrait effectivement tout en travaillant sur les sujets sensibles et les sujets sur lesquels on doit mettre l'emphase, on ne soit peut-être pas obligé d'imposer des reportings, des procédures, vous voyez, la formalisation de certaines choses pour permettre effectivement à ces entreprises, à ce secteur, de pouvoir finalement, c'est un petit peu ce que dit Claire, aller vers. Y aller, parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est réservé au bénévolat, au bigot, j'allais dire ça comme ça. Et puis finalement, non, ça doit être l'affaire de tous et on doit pouvoir aussi en faire un commerce. On doit pouvoir en faire un commerce. Mais quand le législateur pose une norme, est-ce qu'il ne devrait pas penser aussi, d'une certaine façon, à ces toutes petites entreprises ? Alors, ça, c'est toujours le sujet de la proportionnalité et de la vision très contradictoire que nous avons dans ce pays. Mais il n'y a pas que chez nous, c'est un peu l'Europe. C'est-à-dire que 90% de nos entreprises ont moins de 20 salariés, mais pour autant, on ne pense qu'aux big. Et on fait tout pour que, finalement, on ne favorise que les majors, les énormes, qui, on le constate tout aujourd'hui, ne sont en plus même pas européens. Donc, c'est vrai que c'est le paradoxe, pour ne pas dire l'ineptie, effectivement. Avec lequel on doit continuer de vivre. Avec lequel il faudrait peut-être qu'on se rende tous conscience que peut-être qu'on change un peu les ADN. Et qu'on arrête de croire que small, qu'être petit, parce que souvent on entend ça, la petite entreprise, c'est souvent une critique. Voilà, non, le petit... c'est l'essentiel de notre tissu économique. C'est nous, en fait. Notre marché, il est comme ça, notre pays est comme ça. Le familial, le petit, le proximité, c'est ça aussi, le changement de monde, c'est peut-être aussi le fait de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure, ça ne peut pas être énorme, parce que ce qui nous entoure, c'est ce qui est autour de nous. Donc, oui, donc je suis assez d'accord, Jean-Luc, qu'il faudrait... Mais je ne suis pas sûre que on est des politiques où on est au moins... les gens qui décident pour nous soient conscients et soient au réel de cela. C'est vraiment le fait de le comprendre et de le vivre au quotidien. Une petite question subsidiaire, Claire, c'est pour terminer. Le droit doit-il s'adapter à l'inclusion ? Point d'interrogation, bien sûr. La conformité, on l'a vu, est pensée pour des marchés globalement assez standards. Avec des réalités sociales qui, elles, ne le sont pas. Ça vous inspire quoi, cette question ? Oui, je pense effectivement qu'il faut que le droit évolue et que finalement le droit commun embarque beaucoup plus le droit dérogatoire. Ça va dans le sens des évolutions sociétales. On parlait du vieillissement de la population, on parlait de l'aidance, de la dépendance, etc. C'est des sujets parmi beaucoup d'autres qu'il va nous falloir adresser dans les prochaines années. Donc oui, je pense que c'est une nécessité absolue, oui. Ouais, il faut le faire vite, non ? Je pense qu'on est déjà un petit peu en retard. Oui, c'est ce que... Ok, écoutez, merci encore pour votre présence. Merci Claire Benisti. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Entrepreneurs de la Cité. Merci d'être venue depuis Lyon nous rendre visite. Merci Isabelle Monafin pour cette idée de sujet, bien traitée comme d'habitude. Et nous, on se revoit très très bientôt pour une nouvelle émission du Droit de Savoir. Merci. Merci.